bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le petit problème technique. On lance les hostilités, donc on va démarrer ce bilan sur l'état du marché de l'immobilier avec, comme chaque trimestre, une vision à la fois sur le marché IMO, mais aussi sur évidemment la pierre papier qui va nous occuper une partie de notre présentation. Alors, petit détail technique, si vous avez besoin de mettre en plus grand écran les éléments pour que ce soit plus lisible de votre côté, n'hésitez pas, en bas à droite, juste à côté de la touche pour raccrocher, vous avez 3 petits points et puis vous avez le mode projecteur qui va vous permettre de mettre en plus grand écran les éléments qu'on va vous diffuser. On va donc faire une présentation aujourd'hui qui va tourner autour de l'immobilier. Ça tombe très bien, c'est ce qui nous rassemble. On va vous faire une rapide présentation de ce qu'on fait chez Deep Invest, si vous ne connaissez pas encore. Et puis ensuite, les deux grandes parties. Donc, le marché de l'IMO au quatrième trimestre de 2024 avec les derniers éléments. Et puis, la même chose pour le marché des SCPI avec pas mal de changements. Donc, sur ces dernières périodes. Je vais me présenter. Donc, Marc Sartori, je suis le CEO de Deep Invest. Parcours dans l'immobilier depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Je suis retourné à l'école à Dauphine pour passer un master développement durable pour parfaire mes connaissances sur cette dimension-là il y a quelques années maintenant déjà. Et puis, j'interviens dans différents magazines et supports. On a un partenariat avec les AGFIP. Vous allez retrouver une partie des éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui sur les SCPI dans un baromètre qu'on réalise pour eux et avec eux sur la prochaine édition de l'AGFIP Patrimoine, membre des AFR. Et puis, on a des grands partenaires, Idée d'Info Durable, par exemple. Deep Invest, qu'est-ce que c'est? Deep Invest, c'est un peu particulier sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un cabinet. Alors, on est à la fois une fintech, parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de solutions techniques et liées aux outils informatiques qu'on propose. Et puis, on a un statut un peu particulier, puisqu'on on a pris le statut d'analyste financier indépendant auprès de l'AMF, ce qui nous oblige à un certain nombre de choses. Alors, la première, c'est à ne pas vendre de parts de SCPI, ce qui tombe très bien, puisque comme ça, on peut travailler avec l'intégralité du marché. Et puis, donc, l'ensemble des parties prenantes, les particuliers, les conseillers en gestion de patrimoine, mais les gérants aussi, et beaucoup de plateformes qui viennent se fournir chez nous pour des éléments d'information de marché. Et notre objectif, évidemment, c'est de démocratiser les SCPI, qui sont toujours des fonds un peu particuliers à aborder. On a plein d'outils qu'on met à disposition désormais. Vous allez voir qu'on a aussi deux scores, un score de performance financière, un score de performance durable, qui permettent justement de mieux appréhender ces éléments. Et puis, on a passé les 1200 inscrits sur la plateforme. Alors là, 40 millions, je vois, qui ont été simulés en 2023. On a passé les 150 millions là, il y a quelques semaines, il y a même quelques jours sur 2025. Donc voilà, on a des outils pour faire des allocations de portefeuille. Je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, on va vous proposer des analyses. On va vous proposer des notations, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, avec des outils pour comparer l'ensemble du marché des SCPI, puisque c'est ce qu'on met à disposition. On va avoir aussi tout un tas d'outils de géomapping, d'allocation de portefeuille et puis de marché sur mesure. Je pourrais revenir si on a des questions dans la salle juste après. On a pas mal de nouveautés. Donc maintenant, on peut désormais importer des portefeuilles O2S. On va avoir aussi des outils qui vont vous permettre de valoriser vos patrimoines et d'analyser les patrimoines que vous pouvez, pour vous-même ou pour vos clients, avoir de disponibles, avec des points d'attention pour chaque SCPI dans les portefeuilles et des alertes qui peuvent remonter sur les portefeuilles pour comment améliorer toute cette approche. Et puis, on vous propose aussi des audits de marché éventuellement en bilatéral en fonction des questions que vous pouvez vous poser. C'est des sessions qui durent 1 heure éventuellement en fonction de vos disponibilités. Ça peut être intéressant pour challenger des arbitrages que vous faites, puisqu'on sait que le marché est très compliqué et voilà, vous avez toujours besoin. Alors, on n'a pas toutes les réponses, hein, évidemment, mais on va avoir quand même un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre quand même de mieux appréhender ce qui se passe sur le marché.
Alors, on fait maintenant ça d'habitude, à chaque webinaire, on essaie de lancer des petits sondages pour voir un peu qui est dans la salle, et même si elle est virtuelle, et quelles sont vos approches et les éléments qui vous pourraient vous caractériser. Alors voilà, le premier sondage est assez simple. La question qui vous est posée est la suivante. Selon vous, quel sera le facteur le plus déterminant pour l'évolution du marché de l'immobilier français sur 2025? Vous avez la possibilité d'avoir trois réponses. L'évolution des taux d'intérêt, les politiques gouvernementales en matière d'immobilier, et puis la troisième, c'est la situation économique générale, inflation et pouvoir d'achat. Alors, je vais revenir sur les questions juste après, mais pour vous aider sur comment on répond aux questions et aux sondages, en bas à droite, vous avez un triangle rond et un carré. Vous cliquez sur sondage, et puis ensuite, derrière, vous avez la possibilité de cliquer sur l'une des trois réponses que l'on vous a proposées, que je vous resoumets, hop là, ici, à savoir quels sont donc les facteurs déterminants pour l'évolution du marché immobilier français sur 2025, l'évolution des taux d'intérêt, les politiques gouvernementales en matière d'immobilier ou la situation économique générale. J'ai pas mis de politique internationale évidemment, mais vous allez voir qu'on est directement impacté bien évidemment. Je laisse encore voter quelques minutes. On a les taux d'intérêt et la situation économique qui se tiennent dans un mouchoir de poche, mais la situation économique reprend le dessus. On va voir tous ces éléments-là. Bon, la situation économique reprend le dessus. OK, d'accord, très bien. Pour autant, les taux d'intérêt restent quand même un élément assez critique, et vous allez voir ce qu'on va regarder. Le premier élément sur l'inflation, puisque c'est ce qui a caractérisé les deux dernières années, que l'on vient de passer. Donc, vous voyez qu'on est arrivé en 2024 à un point bas. Alors, évidemment, je pense que personne n'est capable de prolonger cette courbe, donc on ne sera pas beaucoup plus fort que la moyenne. On a des éléments qui nous permettent de dire que l'inflation semble être revenue dans un lit, entre guillemets, normal, autour des 2%. Bah oui, mais sauf évidemment tout un tas de chocs qui peuvent arriver. C'est-à-dire que dans un environnement prévisible, on pourrait dire que globalement, l'inflation, elle est revenue dans une situation, on va dire, entre guillemets, normale, parce que entre 1 et 2% d'inflation, c'est ce qu'il faut pour qu'une économie tourne normalement. Ceci étant, vous voyez qu'on a maintenant aux États-Unis des gens qui sont assez imprévisibles, avec des décisions qui sont elles aussi imprévisibles, et donc forcément, toute cette imprévisibilité a quand même tendance à rejaillir sur les prévisions qu'on peut faire. Donc, voilà, en tous les cas, à l'heure actuelle, on est sur un taux d'inflation qui est quand même revenu sur un taux qui était quand même qui est tout à fait raisonnable pour une économie développée. Et on a, deuxième caractéristique de l'économie française, un taux d'endettement, alors là, pour le coup, lui, qui est assez, voire très développé pour le coup, et très élevé, donc avec des conséquences pour le financement, et c'est ce qu'on va voir sur le deuxième slide, à savoir, ici on vous a mis pour rappel l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, avec effectivement une belle montagne qu'on a montée très vite et très fort sur la fin 2022 et le début d'année 2023, qui a eu des conséquences assez majeures sur le marché. Et une évolution des taux, vous voyez qu'on est passé de 0 à au-dessus de 4% en à peine 8 mois, donc c'était quand même du jamais vu dans l'histoire économique. On est donc en train de redescendre aussi rapidement qu'on est monté, avec tout de même alors vraisemblablement, nous on espérerait avoir du 0,50, une baisse de 0,50 de la BCE aujourd'hui,
Bon, il est probable qu'on s'achemine vers un 0,25 et puis peut-être que ça sera tout pour l'année, vu les évolutions géopolitiques qu'on a. Et puis on a donc toujours cet inconnu. Et alors, pourquoi est-ce que ce taux est important? Puisque derrière, tous les crédits immobiliers, vous le savez probablement qu'ils sont liés à l'OAT sur 10 ans. Et donc là, on vous a mis pour mémoire l'OAT, donc on n'a pas mis une longue période, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les quelques dernières semaines, voire derniers jours, puisque vous voyez que la décision, donc on est sur une tendance qui est baissière par rapport au point haut qu'on a eu il y a quelques vers la fin du mois vers la fin du mois de janvier de cette année. Donc effectivement, les taux ont effectivement bien baissé sur l'OAT, qui va se répercuter par voie de conséquence sur les taux d'emprunt que les particuliers ou les entreprises peuvent contracter sur le marché français et européen. Pardon, mais on a, vous voyez, un choc comme on en a eu un hier avec l'annonce qui a été faite par le gouvernement allemand de l'ouverture des vannes sur des emprunts et donc un recours au crédit beaucoup plus massif avec le Bund a pris 0,20, le taux, comment les emprunts allemands ont pris 0,20 d'un coup. Et donc, les Français qui étaient l'économie qui s'endettait le plus au niveau européen, eh bien, vont se retrouver aussi à être impactés. Et vous voyez qu'une baisse des taux, si on part de 0,25 aujourd'hui, globalement, ça finirait par simplement gommer les taux qu'on a pu, enfin la hausse des taux qu'on a pu prendre en quelques heures, enfin en quelques jours du moins entre hier et aujourd'hui. Donc globalement, une économie qui n'a jamais été aussi peu prévisible, on va le dire comme ça, et pour autant, on a un marché de l'immobilier qui nécessite d'avoir de la prévisibilité pour attirer des investissements. L'immobilier, c'est assez rare de le faire sur un an ou deux. Et donc, globalement, si vous avez une visibilité sur 10, 15 ans, c'est quand même. Alors, on en rêve tous, hein, évidemment, on n'en est plus dans ce contexte-là, mais d'avoir des taux d'intérêt qui soient relativement stables, c'est quand même important et nécessaire. Et là, on n'a vraiment jamais été quand même dans un point d'instabilité aussi fort que depuis les derniers jours. Donc, qu'est-ce que ça implique tout ça? Alors, maintenant, on va s'intéresser plus au marché de l'immobilier en lui-même, et non pas un marché, évidemment, vous le savez tous, mais des marchés, puisqu'en fonction du segment qu'on regarde, de la région qu'on adresse, eh bien, on va avoir des différences qui peuvent être extrêmement importantes. Donc, on va regarder le marché qui est le plus important pour le monde des SCPI, puisque c'était le cœur historique du marché, à savoir le marché des bureaux, qui a souffert énormément sur les derniers trimestres. Et vous voyez qu'on est arrivé à un volume de surface en mètres carrés de bureaux. Alors, c'est un indicateur qu'on a sur l'Île-de-France, c'est pour ça qu'on suit celui-ci. Mais globalement, ce qui se passe en Île-de-France se passe dans le reste de la France avec des différences régionales, évidemment. Mais globalement, c'est quand même un très bon indicateur. Donc, vous voyez qu'on est quand même arrivé à… On approche des 6 millions de mètres carrés. Et vous voyez qu'on a une historique qui remonte jusqu'à 2001 et qu'on n'a jamais connu un tel volume de bureaux disponibles sur le marché. C'est du jamais vu. Et la tendance est quand même, enfin, vous voyez que la pente reste quand même extrêmement forte. Et c'est quand même un signal qui est toujours assez inquiétant pour le marché des bureaux. C'est-à-dire que 6 millions de mètres carrés, on est quand même sur des volumes, si on regarde des crises précédentes qui avaient monté elles aussi, vous voyez par exemple la crise de 2008-2009, on était quand même sur une montée des surfaces, mais pour atteindre les 4 millions de mètres carrés, là, on a très largement dépassé les 4 millions de mètres carrés depuis 2022. Et depuis la remontée des taux de fin 2022, vous voyez qu'on est arrivé, on va presque prendre 2 millions de mètres carrés de surface de bureaux complémentaires. Il y a toujours un sujet sur les bureaux et on n'a pas passé encore cette étape-là. Alors, on a un sujet sur le volume de bureaux disponibles et on a aussi un sujet qui est en train de se gommer un petit peu, mais sur le volume des investissements, parce que c'est ça qui est aussi important à regarder. Donc, vous voyez qu'on arrive d'un marché en 2022, alors qui était probablement un peu sous stéroïdes,
On avait 5 millions de mètres carrés qui avaient été échangés, on va dire, sur le troisième trimestre 2022, qui reste un record absolu. Et vous voyez qu'on remonte, alors je vous passe le premier trimestre 2024 où on a dû toucher le fond de la piscine, et vous voyez qu'on est quand même en train de remonter, alors sur des volumes qui sont, on va dire, plus substantiels et plus intéressants, hein. On a passé les 2 millions sur le quatrième trimestre 2024. On n'est pas encore sur des bases de ce qui se faisait avant, mais on voit clairement quand même qu'il y a un retour des investisseurs. Donc, probablement que ces signaux, par rapport au slide que je montrais juste avant, il y a probablement des signes avant-coureurs quand même pour dire que vraisemblablement, on devrait quand même avoir un retour des investisseurs et donc une baisse de ce volume de logements vacants, pas de logements, justement pas, de bureaux vacants. Ça devrait quand même se voir dans les prochains trimestres, puisque a priori les investisseurs sont revenus. Alors, on a maintenant, le pendant de tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des prix au mètre carré, parce que finalement, c'est le juge de paix et c'est ce qui reste à la fin. Donc, clairement, on est revenu quand même en quelques trimestres, hein. Je vous laisse regarder les courbes. Enfin, les pentes sont quand même. On n'est pas sur des petits marchés, hein. Le marché des bureaux, c'est quand même ça se compte en milliards d'euros. Et vous voyez quand même, on est sur des volumes alors extrêmement, enfin, des corrections qui sont extrêmement fortes, à savoir évidemment que comme il y avait très peu de transactions, du coup, les transactions qui se faisaient, si des transactions à bon compte, eh bien forcément, elles ont eu un impact extrêmement violent sur les prix. Et donc, on voit que les prix ont fortement baissé. Il semblerait qu'on soit arrivé à des prix, on est quand même revenu, hein, sur des prix de 2016-2017 en l'espace de à peine une année et demie quand même, hein. Donc, c'est quand même, la correction est quand même extrêmement forte. Et elle semble être, alors vous voyez on est toujours très précautionneux, hein, mais on est quand même à plusieurs maintenant trimestres qui sont passés avec une forme de stabilisation alors est-ce que c'est un plancher ou est-ce que c'est un palier? Les prochains trimestres nous le diront. Il semblerait quand même que ce soit un plancher. Donc ça veut dire que, voilà. Alors après, est-ce que ça va remonter d'un coup? Probablement pas, vu le volume de surface qui sont disponibles. Mais est-ce que ça peut continuer à baisser? Peut-être beaucoup plus doucement par rapport à ce qui est disponible. Donc on va dire, semble être plutôt une bonne nouvelle. Et puis on a quand même un indicateur, alors qui est quand même assez impressionnant, qui est celui des loyers, puisque les loyers, on a toujours dit que c'était quand même une sacrée corde de rappel sur le marché des bureaux. Et effectivement, si vous arrivez à louer vos bureaux à des prix qui sont convenables, c'est quand même ça nécessite, c'est quand même très intéressant. On voit clairement, bon, la tendance, elle reste quand même à l'augmentation, avec peut-être une petite stabilisation. À noter quand même, et c'est ce qu'on a fait mention, c'est ce qu'on appelle le taux d'accompagnement, c'est-à-dire en gros les aides pour louer, donc qui ne se voient pas dans les prix de location, mais qui sont communiquées lorsque les opérations se font, c'est-à-dire on est quand même sur du 26% d'aide, ce qui est du jamais vu sur le marché. Donc ça veut dire que les loyers se maintiennent, mais c'est des loyers sur le papier. Derrière, il y a quand même une tendance à aider cette mise en location pour que les bureaux ne soient plus vacants. Donc voilà, il y a quand même une forte aide pour remplir les bureaux, mais les loyers qui restent quand même tout à fait fermes, et on n'a pas eu de baisse pour le moment substantielle sur ce segment de bureaux. Donc c'est quand même des indicateurs assez positifs sur le devenir de ce segment de marché. Alors, on a parlé des bureaux. Il faut qu'on parle maintenant évidemment du deuxième gros segment qui est le résidentiel. Sur le résidentiel, on a une baisse des volumes des institutionnels qui était extrêmement élevée, hein. Si on regarde ce qui se passait en 2021, on avait quand même des investissements qui étaient extrêmement lourds, extrêmement forts. Vous voyez qu'en 2024, on a quand même changé de monde en cours de route, hein, entre les deux, avec voilà quand même des trimestriels sur l'année 2024 qui sont quand même, on va dire, modestes, voire extrêmement modestes, parce qu'on est quand même reparti sur des montants qui étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on avait connu par le passé. On est retourné sur des bases
tendanciellement autour de 2008-2019. Voilà, on est quand même sur un marché qui est encore, c'est pour ça qu'on a dit un peu convalescent, parce que sur la partie résidentielle, les investisseurs institutionnels sont pas encore revenus massivement, sur ce marché, mais probablement qu'on a quand même atteint désormais un point bas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur on regardait les taux, parce que sur le résidentiel, ce sont vraiment les taux d'intérêt qui sont l'alpha et l'oméga du marché, avec les diagnostics de performance énergétique. Mais là, globalement, qu'est-ce qu'on regarde? 3,24%, ce sont les taux qui sont communiqués par l'Observatoire Crédit Logement en janvier 2025. La baisse est continue, la baisse est impressionnante, parce qu'on était au-dessus de 4%, on est arrivé à du 3,24. Qu'est-ce qui va se passer? Confère ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Toujours difficile d'anticiper et de prévoir quoi que ce soit, mais il semble quand même que la baisse soit tendanciellement dans les rails. Est-ce que ça pourrait baisser un peu plus? Ça sera conditionné par ce qui se fera à la fois par la BCE et par le marché. Probablement qu'on est quand même arrivé là encore à un point, on va dire au moins à un palier intermédiaire, et que vraisemblablement on aura les prochains mois qui vont être un petit peu, qui vont peut-être probablement un peu marquer le pas de cette baisse. Après, un marché immobilier autour de 3%, on sait travailler. À 4, c'était compliqué. À 3, ça doit pouvoir fonctionner, sachant que c'est la conséquence de tout ça. Vous voyez qu'on était quand même tombé en janvier 2024 à vraiment un point bas en termes de volume de prêts accordés. C'est bien remonté, c'est en train de marquer le pas, certes, mais on a quand même un volume un peu plus substantiel. Alors, juste pour regarder un peu dans le rétro, vous voyez que le volume en 2019 et 2020 était quand même… on n'est plus du tout sur les mêmes sortes de grandeur, parce que le marché a été pratiquement divisé par 3 quand même. Donc c'est quand même, oui, non, 25% pardon de baisse, excusez-moi. Non, on est à presque à 50% de baisse, donc c'est quand même extrêmement substantiel ce qu'on a vécu. Voilà. Et alors, si on regarde maintenant en termes de prix, parce que le grand relais, le grand espoir, c'était de dire les prix vont baisser si les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors, certes, les prix ont baissé, mais on n'est tout de même pas dans des baisses de prix extrêmement forte, parce que vous voyez c'est quand même relativement modeste. On a mis le graphe depuis 2000, mais si on le mettait depuis 90, je vous dis pas la courbe. Et donc on est revenu sur des zones de prix qui sont 2018-2019, les baisses de prix ont été assez modestes et on a des premiers signes déjà qui sembleraient dire que la baisse est finie. Donc on est quand même sur des prix qui sont très hauts, très forts, qui restent forts et qui a priori n'ont pas corrigé autant que ce qu'on pouvait potentiellement l'espérer. Alors à voir ce qui va se passer en fonction évidemment des taux de crédit, puisque si les taux de crédit ne baissent plus, probablement qu'il va falloir qu'il y ait quand même un accompagnement des vendeurs pour ce marché. Et puis en termes de volume, vous voyez que le volume, alors là, on est quand même passé sur un marché en 2020 qui tournait au-dessus. On était très largement au-dessus du million, presque on était à 1,2 million de transactions à l'année. On est revenu à 750 000 avec une inflexion, semble-t-il, donc un retour des acheteurs sur le marché à concrétiser dans les prochains trimestres. Voilà ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier. Alors, nous, on essaie toujours de tirer des grands enseignements pour voir ce qui pourrait potentiellement se passer. Donc, on essaie de dire ce qu'on avait dit le trimestre d'avant pour voir où on en est. La baisse des taux, elle était élevée sur les trimestres passés, on espérait encore du 0,5. On va l'espérer toujours aujourd'hui, on va dire, mais vraisemblablement, on ne l'aura pas. Et donc, la probabilité de survenance maintenant d'une forte baisse des taux, elle est passée de élevée à moyenne, et probablement que le trimestre prochain, on dira qu'elle sera faible et qu'on sera arrivé sur quelque chose qui sera, sauf évidemment événement imprévu et imprévisible, on va dire que l'essentiel est fait sur ce volet-là. Sur la stimulation fiscale, ce qu'on aurait appelé un nouveau Pinel, puisque on change assez régulièrement de nom du ministre du Logement, et les ministres des différents précédents ministres du logement avaient tendance à donner leur nom à une loi.
Donc là, on l'a appelé New Pinel parce qu'on ne sait pas combien de temps notre ministre actuel sera ministre, effectivement. Probabilité que s'il y ait un stimuli fiscal, vu l'état des finances, relativement faible, même si ça avait un impact sur le marché. Alors, il y a eu une aide qui a été proposée pour les donations sur la partie du neuf. Est-ce que ça sera suffisant à redynamiser massivement le marché? Vraisemblablement pas, puisque c'est quand même sur des très gros patrimoines que ça peut se jouer au niveau des donations. Le plafond a été remonté à 400 000 euros. Maintenant, c'est un vrai geste fort, mais alors c'est limité aux investissements neufs, hein, évidemment. Mais est-ce que ça suffira à redynamiser globalement le marché? On a quelques doutes sur ce volet-là. On avait une hausse des impositions immobilières qui est toujours d'actualité, puisqu'on a quand même une non-volonté on va dire de réformer le système fiscal globalement, et que donc clairement il y a une bonne probabilité pour que ce soit les hauts revenus qui finissent par payer et que taxer l'immobilier, c'est quand même relativement simple. On a eu les actes des droits de mutation qui ont été remontés il y a quelques semaines, et probablement qu'il y a d'autres actions qui seront menées sur ce volet-là. Donc ça a un impact, c'est facile en plus, parce que niveau politique, c'est toujours les propriétaires qui sont les méchants propriétaires, donc c'est assez simple. Et puis on a aussi une dimension qui a largement été modifiée, c'est sur la partie des contraintes environnementales. Au niveau européen, on semble, au niveau des fonds, on reviendra dessus, on semble se destiner vers un allègement des contraintes environnementales. Est-ce qu'elles pourraient être déclinées sur le marché français? Peut-être, on n'en sait rien, absolument rien. Il n'empêche que nous, notre position est de dire, même si les contraintes sont relevées, on sait qu'elles peuvent exister, on sait qu'elles sont là. Le diagnostic de performance énergétique sur la partie résidentielle est devenu un peu l'alpha et l'oméga, et sur la partie bureau aussi, même si on ne parle pas de diagnostic de performance énergétique, mais maintenant c'est dans toutes les têtes des investisseurs, et les patrimoines qui sont, on va dire, ce qu'on a appelé des actifs échoués, c'est-à-dire en G ou pire, eh bien eux, ils ont subi des décotes extrêmement fortes, et probablement que ces décotes continueront de se maintenir parce que c'est quand même maintenant en tâche de fond dans la tête des investisseurs. S'ils n'achètent pas du patrimoine qui est aux normes, ça peut être compliqué. Donc, même si les contraintes sont allégées, globalement, il est peu probable que ça disparaisse à l'horizon. Puis alors, on a beaucoup parlé du télétravail et de la fin du télétravail, qui pourrait avoir un impact sur les bureaux. On l'a passé de impossible à faible, parce qu'on est quand même dans un monde maintenant avec tellement d'incertitudes, mais c'est vrai que ça aurait un coût social pour le gouvernement qui interdirait, ou les entreprises qui forceraient. On est quand même en France, ça se fera probablement, mais on va dire plus doucement que ce qui s'est fait pendant le Covid, et donc ça veut dire que le retour peut-être sur la fin du télétravail est probablement pas à l'ordre du jour. Voilà pour les éléments de marché. Alors, deuxième petit sondage que je lance tout de suite, avec les mêmes modalités de vote pour vous que précédemment. Pour vous, le marché des SCPI en 2024, il aura été marqué par quoi? Alors, est-ce qu'il a été marqué par certaines baisses de valeur de part, et on va y revenir, qui ont été quand même assez substantielles, le retour de la liquidité sur le devant de la scène des indicateurs à suivre pour ces fonds immobiliers, ou la rentabilité encore et toujours elle? Je vous laisse voter. Je vous redis que pour pouvoir voter, il vous suffit de cliquer sur sondage, triangle, rond, carré, et vous allez avoir la possibilité de voter pour ce que vous le souhaitez. Je redis les possibilités qui vous sont proposées, certaines baisses de valeur de part, le retour de la liquidité sur le devant de la scène, et la rentabilité encore et toujours. Bon, vous avez été traumatisé par les baisses de valeur de part, a priori, on peut le comprendre, hein, on va y revenir. Il y a eu quand même, 2024 a été
enfin 2023 et 2024 ont été quand même oui. Alors, donc on a un carton plein pour les baisses de valeur et quelques timides votes pour la rentabilité et un peu moins timides sur la liquidité, parce que c'est quand même aussi un sujet qui reste important et on va regarder tout ça dans le détail. Bon, les baisses de valeur, carton plein pour les baisses de valeur. Ok, très bien. Alors on va regarder tout ça un peu plus dans le détail. Je vais juste vous donner 2-3 éléments très macro sur le marché des SCPI, puis après on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous dire qu'on a eu le palmarès des SCPI durables qui s'est tenu au mois de janvier de cette année, avec donc des palmarès qui sont, même si la réglementation bouge, on a des acteurs qui sont maintenant et qui se sont tous engagés sur cette dimension de durabilité. Alors, pas tous, mais la plupart, on va le dire comme ça, avec donc voilà des panoramas. Je vais pas lire toutes les SCPI qui ont été primés, à savoir qu'à la différence de ce qui se fait beaucoup sur le marché, il n'y a pas de, c'est pas un conclave qui se réunit pour dire celle-là elle est super, mais c'est une analyse qui est quantitative, faite à partir de l'ensemble des patrimoines. Chaque année, on envoie à l'ensemble des gérants de la place des questionnaires de durabilité où ils vont nous répondre sur leur patrimoine. Et maintenant, on a un peu plus de 12 000 immeubles dans nos bases qui nous permettent de faire nos scorings de performance financière et de performance durable. Et je vais revenir juste après sur ces dimensions. Et ce sont à partir des scorings de performance durable. Ils vont donc venir noter l'analyse sur un peu plus d'une soixantaine de critères, à la fois l'analyse patrimoniale qui est faite ligne à ligne, c'est pour ça qu'on a besoin d'un algorithme pour le faire, et aussi l'approche du gérant, puisque vous pouvez avoir un gérant qui a une approche vertueuse pour l'environnement, mais qui a un patrimoine ancien qui est en train de rénover, ou au contraire un gérant qui veut juste acheter du neuf parce que pour lui, c'est le meilleur moyen de se sortir de ces contraintes. Donc voilà, nos Deep Index durables, on vous les résume ici. Alors ça, c'est les derniers classements qu'on vient de sortir, donc c'est de 2020, début 2025 sur les analyses 2024. Pour la première fois, on a un remake. Donc, pour expliquer cette petite matrice, en horizontal, vous avez les scores obtenus à la performance financière, le Deep Index financier. Et en vertical, vous avez le score obtenu au Deep Index durable. Et donc, à la croisée des chemins, les SCPI, donc chaque point correspond à une SCPI, les SCPI qui sont dans cette interface ici, eh bien, vous allez avoir les SCPI qui sont les plus durables et les plus performantes du marché, avec à chaque fois la moyenne qui est matérialisée par le petit point, par les petits traits verts. Et donc, vous voyez qu'on est quand même sur un marché où il y a un certain nombre d'acteurs qui ont pris la dimension de la durabilité à bras-le-corps, qui communiquent mais qui nous communiquent dans le détail. Donc, c'est quand même un énorme acte de transparence qu'elles font. Et c'est quand même aussi gage de sérieux et de qualité, avec, vous voyez, des SCPI évidemment fiscales qui sont toujours un peu à la traîne en termes de rentabilité, mais des SCPI de rendement qui on peut faire du durable et du rentable. C'est probablement, c'était un peu l'objectif de notre cabinet quand on a lancé tous ces diagnostics, toutes ces analyses en 2019, mais le marché a suivi et donc c'est quand même vous pouvez donner du sens à votre épargne en matière SCPI. Alors, si on regarde maintenant dans le détail, je vais quitter notre écran ici. On y reviendra juste après et on va aller sur l'utilisation qu'on peut faire alors, on utilise nos outils en fait pour le faire parce que c'est le moyen le plus simple de suivre tout ce qui se passe. L'année 2024, pardon, elle a été quand même marquée par un lancement historique d'un nombre de SCPI. Vous voyez, on les a toutes listées là et on les liste chaque jour ou chaque mois quand elles se lancent. Donc, vous voyez, on a des petits acteurs, des grands acteurs. On a par exemple la HSBC qui a lancé sa nouvelle SCPI et on a des acteurs historiques. On a Atlan aussi qui a lancé des nouvelles SCPI. On a Quorum qui est parti aux États-Unis. Voilà. Donc il s'est passé beaucoup de choses et c'est probablement un acte intéressant sur le marché qui est de mettre en évidence que c'est un marché des SCPI qui est dynamique malgré la crise.
Et ça reste donc un support particulièrement intéressant. Alors, je vais vous montrer ce graphique-là qui montre le nombre de fonds. Vous voyez que historiquement, on est ici, hein, sur ces colonnes-là. On a eu 123 SCPI qui ont publié des bulletins trimestriels au quatrième trimestre 2024. C'est un record absolu. On n'a jamais eu autant de fonds qui ont publié des informations. Et vous voyez que si on fait alors, on laisse de côté les premiers trimestres, mais au deuxième trimestre 2023, on était à 104 fonds, donc on a presque pris 20% de plus de nombre d'acteurs sur le marché. Donc, quand même, un marché qui est très dynamique, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un marché où vous allez pouvoir maintenant faire votre choix. Alors, ça a des contraintes, c'est que effectivement, c'est un marché où il faut vraiment se poser les bonnes questions, mais vous avez la possibilité vraiment de trouver probablement chaussures aux pieds de vos partenaires investisseurs. Le parallèle de ça, quand même, c'est qu'on a un marché, si je reprends la photo depuis l'année 2023, donc deuxième trimestre 2023, on était à un marché pour les SCPI rendement qui représentait un total de presque 89 milliards, 88,5 milliards de capitalisation. Et on est arrivé un peu plus d'un an, un an et demi après, à 84,6 milliards. Donc on est quand même sur un marché où il y a eu beaucoup plus d'acteurs, mais les très gros acteurs, et on y reviendra, ont fait des baisses de parts extrêmement violentes pour un certain nombre d'entre eux qui ont eu un impact extrêmement fort et une destruction de valeur sur le marché, comme on en a rarement eu sur le marché des SCPI. Alors, il était monté très fort, très vite. OK, on a eu une correction à la hauteur de ce qu'il était monté. Et c'est quand même un des gros enseignements. Donc, on avait beaucoup de votants sur cette dimension baisse de valeur de part. Et effectivement, les baisses de valeur de part ont été substantielles. On va y revenir un peu plus dans le détail juste après. Regardons ce qui se passe sur le taux de distribution moyen marché. On était à 4,83 au deuxième trimestre 2023. On est à 4,94 au quatrième trimestre 2024. Le taux de distribution moyen augmente, évidemment, avec des baisses de valeur de part. C'est à minima ce qu'on pouvait attendre de ce marché. Maintenant, si on regarde dans le détail, on va regarder ensuite, juste après dans le détail, si on regarde maintenant ce qui se passe sur le taux d'occupation financière. Alors, taux d'occupation financier, hein, pour mémoire, c'est la capacité des gérants à remplir le patrimoine qu'ils ont acheté. Et donc, vous voyez qu'au deuxième trimestre, on était à 95,29%. Deuxième trimestre 2023, on est à 95,03%. Donc, globalement, une capacité à remplir, le patrimoine sont remplis. On va noter quand même que ce qui nous gêne toujours un petit peu dans ce nouveau calcul du taux d'occupation financier, c'est que tout ce qui est aide et accompagnement à la mise en location, on ne le voit pas puisque ce n'est pas considéré comme de la perte de loyer. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même il y a quand même un petit quelque chose qui manque dans cette dimension-là. Et puis, on a aussi tout ce qui est perte de loyer. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui s'appellent par exemple le taux de recouvrement, que sur lesquels certaines SCPI continuent de communiquer, mais il y en a de moins en moins. Et nous, c'était un élément qui était apparu pendant la crise du Covid, qu'on suivait de près, parce que vous pouvez toujours appeler un loyer, hein, mais si vous avez un locataire qui est pas solvable et qui ne paye pas, voilà. Donc ça, on ne l'a pas dans ces éléments-là. C'est pour ça que ce taux d'occupation financier, il est une stabilité relativement absolue. Hein, vous voyez, si on met sur 2 ans, tous les trimestres après trimestre, il ne bouge pas beaucoup. Oui, mais enfin, c'est un petit peu normal, parce qu'en fait, il est fait pour ne pas bouger beaucoup, donc finalement, voilà. Alors maintenant, si on regarde globalement, attention, celui-là, il est un peu compliqué, je le mets en plein écran. Là, on a tous les gérants et on a fait une photo, on a été gentil, on a fait du 2023, 2024, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024. Ça aurait été assez cruel si on avait rajouté encore du 31 décembre 2022 pour un certain nombre d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Bon, la française, qui était le premier, qui reste toujours le premier et qui est le premier, on va dire, de loin, hein, puisque vous voyez que derrière le numéro 2 qui s'appelait Primonial précédemment, hein, qui s'est rebaptisé Praemia, et on va y revenir, il y a une destruction de valeur chez Praemia qui est juste sur les SCPI, on parle de quasiment 2 milliards qui ont été détruits pendant cette crise, 2 milliards, hein, c'est pas rien, hein, sur un fonds qui faisait, vous voyez qu'ils avaient passé les 10,
et ils sont arrivés pratiquement à 8. Ils étaient numéro 2, pas très loin de la française. Ils sont pratiquement. Heureusement que Amundi a baissé en cours de route, parce que sinon on a quand même assisté à quelque chose de assez phénoménal. On va d'ailleurs publier un article spécifiquement dans les prochains jours sur ce gérant. C'est quand même du jamais vu. Hein. Dans ces montants-là et dans ces volumes-là, c'est du jamais vu sur le marché. Donc la française qui a baissé ses valeurs de part, on y reviendra après, mais qui résiste quand même à peu près. Et puis on a un certain nombre d'autres acteurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On a par exemple Sofidy qui, dans la même période, a réussi à faire un petit peu croître. C'est le capital la capitalisation de ces SCPI. Et on a évidemment Quorum. Là, il faut quand même donner un sacré coup de chapeau à Quorum sur cette dimension-là, parce qu'ils ont quand même réussi et ils vont pratiquement rattraper Sofidy. Donc, ils étaient dans les dixièmes avant la crise, ils ont quand même remonté extrêmement fortement avec des acteurs comme par exemple BNP Paribas qui ont baissé eux aussi extrêmement fortement. Alors, moins fort évidemment que Primia, mais enfin, il y a quand même 700 millions sur une année qui ont été détruits. Perial qui arrive à maintenir le cap parce qu'ils ont fait le plus gros de la baisse, semble-t-il. Et puis on a des acteurs, des jeunes acteurs, qui, alors je vais commencer par celui qui est plus méritant entre guillemets, mais avec des performances qui sont quand même assez exceptionnelles. Arkea, il y a 3 ans, n'existait pas. Et ils ont passé les 500 millions d'euros de capitalisation. Donc, c'est quand même assez phénoménal. Et puis, dans la catégorie assez phénoménale, on a aussi Iroko, qu'on voit ici, qui est quand même substantiellement passé de 400 à un peu moins de, enfin, un peu plus de 400 millions à un peu plus de 800 millions en une année. C'est quand même, vu la conjoncture de marché, on est quand même sur des acteurs, enfin, sur des mouvements extrêmement forts qu'il font quand même noter et qui attirent quand même, qui doivent attirer votre attention. Alors, attention, c'est de la même manière, hein, les fortes collectes d'avant, d'hier ou d'avant-hier, hein, de 2021-2022, elles ont aussi mené, alors on est dans une conjoncture de marché différente, mais toujours quand même garder à l'idée que la diversification est quand même essentielle sur ce marché. Alors ça tombe très bien parce que c'est ce qu'on met en évidence et nos outils vous servent à diversifier de manière intelligente, mais la diversification est un des enjeux de la SCPI et clairement tout miser sur un ou deux acteurs comme on le faisait il y a encore 10 ans, probablement que c'est un peu suicidaire et tous ceux qui ont pris du primonial Primia à plein pendant toutes ces dernières années pourront venir témoigner que c'est très compliqué d'avoir qu'un seul gérant et donc nous on vous conseille extrêmement fortement de pouvoir diversifier vos investissements pour éviter des situations compliquées. Je vais pas m'étendre plus dans le détail sur les gérants. Je vais simplement, on va regarder, pardon, excusez-moi, on va regarder cette fois ce qui s'est passé sur les fonds. Alors, je ne vais pas vous commenter tout, mais Arkea, on voit bien Transition Europe qui sort du lot, qui va remonter très rapidement. On a Hirokozen aussi parmi les acteurs. Prima, c'est une fusion, je ne vais pas en parler. Et puis, on a les acteurs principaux. Ils se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées. Et ce que je vous parlais de près, vous voyez que Primo Pierre, qui était l'un des anciens leaders du marché, enfin, est en train de se faire rétrograder à une vitesse assez phénoménale, liée évidemment aux baisses qu'ils ont constatées. Et puis vous voyez qu'on a aussi Épargne Pierre Europe, alors qui bénéficie du savoir-faire Atlan. Épargne Pierre Europe a une collecte qui est extrêmement dynamique. Ils étaient à 75 millions au 31 décembre 2023. Ils sont arrivés à 267, presque 200 millions sur un marché compliqué. Ce sont quand même des acteurs sur lesquels il faut compter. Voilà pour la partie acteur. On va regarder maintenant sur la partie activité et segment d'activité parce qu'il est en train de se passer des choses sur ce segment-là. Alors, je vais d'abord vous parler alors, attendez voir. Hop là, je suis là. Oui, c'est ça. Je vais d'abord vous parler voilà, de la répartition, en fait, parce qu'on parle toujours nos graphiques sont toujours chargés, mais vous allez voir pourquoi, parce que c'est intéressant de les avoir en tête.
La capitalisation totale des bureaux au deuxième trimestre 2023, et on n'a pas eu 2022, mais était de plus de 60 milliards. On a certes une baisse des valeurs de part et ces SCPI ont fortement baissé en valeur de part, mais on est arrivé maintenant, on est désormais sur un marché qui fait pratiquement 52 milliards, un peu moins de 52 milliards. Donc vous voyez qu'en une année et demie, on a eu une correction extrêmement forte sur ces SCPI, à la fois par la baisse, mais aussi par l'identification qui en est faite, et c'est ça où il faut regarder, puisque qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? Eh bien, les vases communicants, vous voyez que le segment des diversifiés, qui était à 9 millions, 10 milliards, eh bien, est arrivé à pratiquement 13 dans la même période. Donc, en fait, est-ce que c'est de l'affichage? Probablement un peu quand même des gérants, puisqu'il y a de plus en plus de SCPI qui s'identifient comme diversifiés. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Nos outils peuvent vous servir pour ça, puisqu'il y en a beaucoup qui vont faire du diversifié, mais des bureaux quand même, puisqu'il y a une réalité quand même de marché, c'est que le marché des bureaux, c'est un des marchés, c'est un des segments qui est le plus profond et le plus liquide. Et donc, l'affichage peut paraître les bureaux c'est fini. Oui, non, enfin vous allez retrouver quand même des bureaux dans le diversifié. Et donc, attention quand même à ce mouvement qui est en train de se faire sur le marché. Nous, on militait pour des SCPI thématiques parce que globalement, c'est plus facile de savoir comment une SCPI évolue quand on sait simplement ce qu'elle est, par exemple, SCPI santé, SCPI logistique, SCPI bureau. Le fait de faire du diversifié, vous allez déléguer cette diversification que vous devez proposer à vos clients, vous la déléguez en fait aux gérants qui vont le faire pour vous. Mais l'inconvénient, le principal inconvénient de ça, c'est que vous ne serez plus en mesure de comprendre comment le fonds peut évoluer, parce que si dans un fonds diversifié, vous avez de la logistique, vous avez du commerce, vous avez des bureaux, bah après, derrière la lecture de comment est-ce que le fonds peut évoluer, bah ça reste un peu compliqué. Alors, le gérant, lui, va être amené à faire le travail, mais ça va un peu opacifier les éventuels arbitrages que vous pourriez faire pour vos clients. Donc, attention tout de même dans cette... il vaut mieux diversifier au niveau des fonds plutôt qu'au niveau à l'intérieur du fonds, parce qu'à l'intérieur du fonds, ça dépend du gérant, et du coup, vous êtes tributaire des choix du gérant, des arbitrages du gérant. Alors après, si vous faites confiance absolue dans le gérant, pourquoi pas. L'expérience montre quand même qu'il faut un petit peu prendre toujours un pas de côté par rapport à ce qui se fait par rapport à ce qui se fait, et que votre responsabilité, vous êtes conseiller en investissement financier, votre responsabilité, c'est aussi de prendre un petit pas de côté par rapport à ce qui est exécuté par le gérant. Ça, c'était pour la partie taux de distribution, pardon, pour la partie capitalisation. Je vais revenir sur, si j'arrive à retrouver ma souris qui est perdue, voilà, là voilà. Je vais revenir sur la partie taux de distribution par segment. Alors, on va pas tout commenter, vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que la dynamique sur les bureaux, on était à 4,7 en 2023 et on est arrivé à 4,9 en 2024. Globalement, une légère amélioration du taux de distribution des SCPI dites de bureau, purement bureau, celle qui l'avoue encore. Donc, légère amélioration, en grosse partie due aux baisses de valeur de part. Et puis, à côté de ça, vous avez les SCPI de certains autres segments. Donc, par exemple, le segment diversifié, 5,58 en 2023. Et si on regarde, on est à plus de 5,89 au quatrième trimestre 2024. Intéressant ce mouvement, beaucoup plus substantiel sur le diversifié. Attention aussi quand même aux chiffres, puisque derrière, on a un segment diversifié qui est de plus en plus important, il y a de plus en plus de SCP qui sont dedans. Donc forcément, plus vous allez en avoir, alors les taux de distribution se sont améliorés, hein, bien évidemment, mais vous risquez aussi d'avoir des tensions sur. Il faut toujours regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces taux de distribution. Et c'est pour ça qu'on continue à dire que c'est un des plus mauvais indicateurs pour choisir votre SCPI. S'il vous plaît, faites appel à d'autres éléments. On a nos scorings qui peuvent vous aider quand même à faire le jour dans tout ce qui est en train de se passer. On reviendra sur les taux de collecte sur le quatrième trimestre, parce qu'il est quand même intéressant de les regarder. Vous voyez qu'on a Transition Europe en un trimestre. Hein, on est sur simplement un trimestre, plus de 140 millions de collectés. C'est assez phénoménal. Hirokozen, 110 millions. Ce sont des taux de collecte qu'on connaissait pour des SCPI comme par exemple Pierre Val Santé ou d'autres. On pourra revenir
si vous voulez, si vous avez des questions sur cette dimension-là. Mais clairement, c'est des volumes de collecte extrêmement forts et c'est elle qui mène la danse, en fait. Et donc, si vous regardez dans la liste, eh bien, on a beaucoup de SCPI récentes avec des exceptions. Quorum Origin, qui est quand même qui arrive à collecter 100 millions, alors que c'est quand même une SCPI qui était historiquement plutôt ancienne maintenant. Eurion aussi, alors qui est pas très ancienne, mais qui a un beau track record. Donc voilà. Et puis on a toujours des décollectes, hein, parce que les décollectes, c'est quand les valeurs de part baissent, et on a eu donc Primo Pierre qui a fait des corrections quand même assez fortes sur les derniers trimestres. Et on peut revenir sur cette dimension-là si vous voulez. Je vois que le temps tourne, je voudrais laisser des questions éventuellement dans la salle. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en format chat et on reprendra vos questions à la suite de la fin de l'exposé. Et puis on va les regarder quand même sur les délais de session, parce qu'effectivement, l'autre enjeu, on a vu les valeurs de part, mais l'autre enjeu, c'est quand même tout ce qui est est-ce que je peux sortir de mon fonds? Et donc vous voyez qu'on a alors, parmi ceux qui vont bien et qui arrivent à maintenir des délais de session à zéro, alors rappelons ce que c'est que le délai de session. Hein. Le délai de session, c'est la capacité d'un fonds à ce qu'un associé pour lequel vous présentez vos parts puisse les vendre dans le mois ou dans le trimestre écoulé. Ça veut dire que est-ce que je vais pouvoir sortir Vous avez la liste là de toutes les SCPI qui sont à un délai de session à zéro. Délai de session à zéro, ça veut dire que vous présentez les parts, elles sont vendues sur le trimestre. Donc vous voyez qu'il y en a quand même encore un certain nombre. On l'a trié un peu malicieusement par date. Vous voyez que parmi les SCPI un peu anciennes, celles qui arrivent à maintenir cette capacité à vendre les parts dans le mois où vous les présentez, elles sont assez faibles pour celles qui en sont avant 2000. Il n'y en a plus que 5 quand même, hein, sur quelque chose comme une quarantaine. Donc, c'est elles qui ont vraiment pris la crise de plein fouet. Et on les retrouve ici. Alors, vous voyez, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est parce que en fait, quand elles sont à 990, 9999, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune vente sur le trimestre écoulé, donc on ne peut pas calculer de vitesse de délai de session. Et vous voyez qu'on en a des délais de session qui sont stratosphériques. Hein. C'est des mois, hein. C'est bien en mois que ça se matérialise. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a très peu de ventes qui se réalisent. On n'a plus de possibilité pour le gérant de faire appel à des fonds de remboursement, donc des fonds qui ne seront pas des associés qui ne peuvent pas sortir. Voilà, il y en a quand même un certain nombre. Alors après, il y en a quelques-unes qui sont à un mois ou deux, hein, donc on n'est pas, tout le marché n'est pas planté, évidemment, mais les délais de session sont clairement un enjeu de ce qui va se dérouler. Et donc la pierre angulaire de tout ça, c'est est-ce que les anciens fonds vont pouvoir collecter de nouveau? Parce qu'à partir du moment où ils vont pouvoir se remettre à collecter, et bien derrière, ils vont pouvoir redonner de la liquidité à ce marché. Par contre, s'ils n'y arrivent pas, vous allez avoir des associés qui vont être plantés pendant un certain temps, et ça reste quand même un enjeu extrêmement fort de ce qui se passe sur ce marché. Deuxième enjeu, vous l'avez tous résumé, ce sont l'évolution sur les valeurs de part. Alors ça, c'est des outils qu'on met à disposition aussi, et puis qui vous permettent de valoriser vos portefeuilles. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais en prendre deux, trois, parce que voilà. Alors on a beaucoup parlé de Primo Pierre, donc c'est pas ma victime du mois, hein, mais vous voyez quand même qu'on est sur une tendance qui est extrêmement violente, hein, puisqu'on est que au 31 décembre 2022, et vous voyez qu'en 2 ans, la perte de valeur de part, on est à plus de 50%. Alors, est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs? Nous, dans ce qu'on voyait dans les tunnels de valorisation, vous voyez que les signes annonciateurs, on les avait un petit peu dans les cours, mais très, très clairement, à partir de ce qui s'est passé à la fin de 2022, oui, les courbes commençaient à se croiser, donc oui, on pouvait anticiper ce qui s'est passé. Alors c'est facile de le dire après coup, mais on va vous en montrer 2-3 pour lesquels on ne pouvait pas anticiper. Alors je vais vous parler, par exemple, d'épargne foncière, qui a été quand même la surprise, parce que c'est d'une brutalité, la française, ils ont fait ça de manière quand même extrêmement violemment. Vous voyez que nous, dans les tunnels de valorisation qu'on avait, et y compris ceux au 31, on a vu baisser très fortement une première fois, mais ils avaient encore une marge de sécurité. Et est-ce qu'ils étaient obligés de baisser autant? Clairement, la réponse est non. Maintenant, c'est une démarche stratégique du gérant, et ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils ont décidé de se mettre au bas de notre tunnel de valorisation des plus ou moins 10%.
mais d'une manière quand même extrêmement brutale. Voilà. Puis je vais en montrer 2-3 autres. On en a une, nous, on dit il faut quand même peut-être commencer à faire attention, c'est Quorum XL. Voilà. Alors il y en a plein d'autres où il faut commencer à faire un peu attention. C'est ce qu'on échange avec nos partenaires qui nous demandent, qui nous sollicitent pour nos petites sessions. Et puis je vais quand même vous en montrer une ou deux qui sont arrivées à un point bas. Élise et Pierre, clairement, on est arrivé sur un point bas. On n'a pas encore les évaluations, les valeurs de reconstitution 31 décembre 2024. On les aura dans les prochaines semaines. Et les graphiques seront évidemment mis à jour dès qu'on l'aura disponible. Mais il y a une sacrée marge sur ce genre de SCPI-là. Et donc, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que le plus dur est fait sur ces dimensions-là. Je vais répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Soit vous ouvrez vos micros, soit vous pouvez poser vos questions en chat pour les plus timides et je vais les redonner. Alors, Bénédicte, bonjour Bénédicte, a une question sur où est-ce qu'on peut trouver ces graphes. Bien sûr, alors c'est très facile. Vous allez directement sur notre outil. Deep qui est là, voilà. Bon, il faut être abonné évidemment. Et vous allez sur la partie ici, baromètre trimestriel. Et dans la partie baromètre trimestriel, vous allez avoir la page qui s'appelle Suivi de l'évolution. Alors, non, hop là, c'est pas celui-là. Vous allez avoir la page qui va s'appeler Évolution du prix de la part. Et vous allez retrouver en fait les éléments pour l'ensemble des SCPI du marché. Il suffit juste de taper votre SCPI, vous aurez les éléments. Alors après, et je sais ce que je voulais vous montrer pour terminer, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver automatiquement en analyse directement quand vous créez vos portefeuilles. Vous allez avoir, là je vais prendre, je ne sais pas, tiens, c'est un ancien webinaire qu'on a fait en septembre. Vous allez avoir voilà, automatiquement la valorisation et l'analyse qui est faite par notre plateforme sur, vous voyez par exemple, Élise et Pierre, je vous disais qu'elle a un potentiel à être au niveau de sa valorisation de valeur de part, elle est vraiment dans le bas du tunnel. Eh bien oui, c'est un point vert et c'est comme ça que vous allez pouvoir regarder l'ensemble des éléments. Vous allez avoir aussi par exemple Géné Pierre, Pierre Valsanté. Vous voyez que Pierre Valsanté, nous on est passé à rouge, on n'est pas en noir, on est passé à rouge avec des arbitrages probablement intéressants à faire. Et tout ça se fait automatiquement quand vous peuplez avec vos portefeuilles. Donc on peut vous importer vos portefeuilles d'O2S ou d'autres supports. Merci Nicolas pour votre participation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à nous les poser, contact@deepinvest.fr. Je vais vous parler du prochain webinaire qui aura lieu le 3 avril prochain, où ça sera un format entretien sans concession. On va aller un petit peu triturer et poser des questions à deux gérants qui seront Advenis et Paref, et la dimension, ce sera les SCPI européennes. Risque géopolitique évidemment plus substantiel que ce qu'on a connu par le passé et dimension durable. Voilà. Vous aurez les invitations qui vous seront adressées éventuellement si vous le souhaitez. Et puis, ça se retrouvera aussi sur LinkedIn, bien sûr. Très bonne journée à tous. Merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez besoin. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.